Et si la guerre en Ukraine était vue d'une manière radicalement différente en France? Aujourd'hui, on va décortiquer une perspective vraiment très critique, issue de nos sources, qui vient bousculer le discours qu'on entend habituellement. C'est une vision qui parle carrément de trahison nationale. Allez, accrochez-vous, on plonge dedans. Alors, tout part d'un chiffre. Un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. La question, elle est posée de manière très directe. Est-ce que près des 3/4 des Français seraient vraiment, mais alors vraiment, prêts à entrer en guerre contre la Russie? Et voilà ce fameux chiffre, 72%. C'est la base de toute l'argumentation qui va suivre, un chiffre qui vient d'un sondage IFOP. Mais la source nous dit tout de suite de nous méfier. Est-ce que ce chiffre, c'est la réalité ou est-ce qu'il cache autre chose? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'au lieu de prendre ce chiffre pour argent comptant, la source y voit une sorte de manipulation, une tentative de l'État pour façonner l'opinion publique. Et c'est le point de départ de toute sa critique. Pour bien comprendre cette vision des choses, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va s'interroger sur ce sondage. Ensuite, on essaiera de voir qui tire vraiment les ficelles dans ce jeu géopolitique. Après, on se penchera sur les accusations très lourdes contre Zelensky avant d'attaquer le cœur du réacteur, l'idée d'une trahison de la France. Et on finira avec un avertissement très, très direct. Allez, première étape, ce fameux soutien populaire à la guerre. Comment la source s'y prend-elle pour le démonter? Disons que la méthode est radicale. Bon, là, on ne prend pas de gants. Les 72% qui seraient pour la guerre sont carrément qualifiés de traîtres à la nation. L'idée derrière, c'est qu'ils ne seraient pas de vrais patriotes, mais carrément des ennemis des vrais Français et des valeurs du pays. C'est d'une violence assez inouïe. En fait, le raisonnement est binaire. Il n'y a pas de milieu. La source met en scène une opposition totale. D'un côté, il y a soutenir l'Ukraine, ce qui voudrait dire dépenser nos milliards à l'étranger et trahir nos valeurs. Et de l'autre, soutenir la France, c'est-à-dire injecter cet argent chez nous, dans nos hôpitaux, nos familles. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Du coup, si ce n'est pas la volonté du peuple qui est à la manœuvre, c'est là qu'on bascule dans la géopolitique. Pour la source, le conflit, ce n'est pas juste la Russie contre l'Ukraine. Non, c'est une partie d'échec beaucoup, beaucoup plus grande. Alors, qui sont les vrais gagnants selon cette théorie? Eh bien, il y en aurait deux, les États-Unis et Israël. Le but de l'Amérique, américaniser l'Europe et surtout lui vendre son gaz. Et celui d'Israël, profiter du désarmement de la Russie pour affaiblir l'Iran et aussi vendre son propre gaz. Et la preuve de tout ça, la preuve matérielle de ce grand plan, ce serait la destruction des gazoducs Nord Stream. Pour la source, c'est limpide. On a saboté les tuyaux pour couper l'Europe du gaz russe et la forcer à devenir dépendante des Américains et des Israéliens. C'est vraiment la pierre angulaire de cette vision des choses. Mais la critique ne s'arrête pas aux États. Non, elle devient aussi très personnelle, et il y a une figure qui est ciblée avec une virulence extrême. C'est le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Voilà, ça, c'est un exemple brut du langage utilisé par la source. Zelensky y est décrit comme une ordure, un escroc qui se serait gavé des milliards sur le dos du monde entier. Le ton est sans appel, et ça donne une idée de la violence des accusations. Et la liste des reproches est longue et précise. Il aurait détourné des milliards, acheté des villas et des casinos au lieu d'armes pour ses soldats, et même fait crever son peuple sur ordre de ses patrons. On évoque même un épisode où il aurait été incapable de justifier 100 milliards de dollars demandés par Trump. D'accord, mais la France dans tout ça, comment son rôle est-il perçu? Eh bien, comme une trahison. Une trahison non seulement de ses intérêts, mais aussi de son histoire. L'argumentaire, il oppose deux époques. D'un côté, le passé, où la France était historiquement proche de la Russie, et de l'autre, le présent, où la France aurait totalement abandonné sa souveraineté pour suivre aveuglément les États-Unis, dont les intérêts seraient contraires aux nôtres. La théorie du complot va même jusqu'à imaginer un plan secret du président Macron en 4 étapes. Étape 1, nous faire entrer en guerre. Et pourquoi? Pour rester au pouvoir, pour effacer notre passé et nos acquis sociaux, et enfin, pour créer une nouvelle population de simples consommateurs. C'est quand même énorme. Alors tout ça, toute cette argumentation, ça nous mène à une conclusion. Une conclusion qui sonne en fait comme un avertissement, très direct et sans aucune concession, adressé au peuple français. En gros, le message final, c'est que c'est un jeu à somme nulle. Pour la source, chaque effort, chaque euro dépensé pour l'Ukraine, c'est un effort et un euro qui ne serviront pas à défendre la France, ses valeurs, ses enfants, son identité. Et le mot de la fin de la source, c'est une sorte de pic, un tacle direct à tous ceux qui ne sont pas d'accord, une injonction à réfléchir avant de poster des conneries. C'est une fin de non-recevoir sur un ton très, très méprisant. Au final, qu'on soit d'accord ou pas du tout avec cette analyse radicale, elle nous met face à une question fondamentale. Une question qui nous dépasse tous. Comment est-ce qu'on fait pour concilier notre identité nationale avec nos alliances internationales? Où est-ce qu'on place le curseur entre la loyauté envers son propre pays et les obligations qu'on a envers le reste du monde? La question, elle, reste
complètement ouverte.